Salut à tous, c'est Dueling Gentleman. Nous sommes toujours avec le chien, qui dort toujours. Donc si vous entendez ronfler pendant l'épisode, c'est normal. C'est pas moi, c'est le chien. Et bienvenue dans ce retour sur l'épisode 6 de la saison 7 de Game of Thrones. Alors je vais pas vous mentir, on est mercredi soir, on est jeudi matin même, il est minuit passé. L'épisode 6 a fuité, je viens de finir de monter l'épisode 5 et je me suis fait spoiler l'épisode 6 salement, en partie seulement, j'ai réussi à empêcher la personne qui me parlait de continuer sa phrase. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'épisode 6 maintenant, parce que j'ai pas envie que quelqu'un me raconte le reste que je ne sais pas encore. Et donc, eh bien, c'est parti. Les petites informations importantes quand même, l'épisode fait 1h06 et il s'appelle Death is the Enemy, c'est-à-dire la mort est notre ennemi. Donc c'est un long épisode, apparemment l'épisode 7 sera encore plus long parce qu'il fera plutôt 1h20 que 1h10 comme là on a, bon là ça fait 1h06 donc c'est à peu près 1h10. Le prochain fera 1h20. Donc plus ça va et plus on commence à s'approcher de la longueur d'un film, vraiment à part entière. Là 1h10, c'est limite mon petit film du soir avant d'aller me coucher. Donc eh bien, écoutez, je ne vous fais pas patienter plus longtemps, c'est parti. L'épisode est en VO non sous-titré, je précise, au cas où. Il n'y aura pas que le nord du mur, alors il y a un peu tous les acteurs là. Sauf Sam, il me semble pas avoir vu Sam dans le générique. Cersei non plus d'ailleurs. Et je l'ai peut-être raté. Mais j'ai plus l'habitude de voir les épisodes en 1080p. Hein. Ça fait tout bizarre. C'est quoi cette grosse qualité? Toi tu vas te battre avec quoi, grand malin? Ah bah enfin, ça ressemble un peu à un climat de Grand Nord ça. En plein hiver en plus. Enfin il neige quoi. Oh merde. D'où il sortait lui? Bon, ça fait déjà 1. Ils étaient combien? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, ils étaient 12. Ils sont plus qu'11. 10. 9. Ça y est, du coup, tous les gens sans nom, ils sont morts. Ah non, il en reste 2. Ah oui, il a pas voulu le sauver à cause du feu. Oui, d'accord, j'ai compris. Ah oui, c'est une autre méthode. C'est incroyable qu'il marche son plan à Littlefinger parce que c'était tellement de la merde à la base. Bien, en hurlant, super l'attaque surprise, bravo les gars, c'est parfait. Ils se sont tous effondrés sauf un. J'espère que tu te feras pas choper mec, parce que maintenant t'as plus d'armes. Du coup on est à combien là? On est à 7, c'est ça? Parce que Gendry est plus là. 6 persos importants et un sauvageon quelconque. C'est ça hein? Ouais, ils sont 7, c'est bon. Putain, faut pas te perdre en plus parce qu'il y a quasiment pas de points de repère clairs. Bah rentrez-le à l'intérieur peut-être avant. Déjà il vous a aidé en vous fournissant de quoi vous réchauffer. Mais si personne se met près du feu, ça sert à rien du coup.
Bah évidemment. Toi, tu as pété la glace, c'est tout ce que tu vas réussir à faire. Ah, ou l'inverse. Eh oui. Ah, ils se dépêchent tous sur lui pour le sauver. Eh ben, oula. Oh merde. Oh non, pas Tormund. Il faut pas me faire des frayeurs comme ça, enfin. C'est le seul que j'aime à peu près bien dans le groupe. Bon ben, 6 personnages importants alors. Et du coup, est-ce que l'eau ça les noie? Ou est-ce qu'ils peuvent marcher sous l'eau vu qu'ils sont déjà morts? Voilà, c'est ça que je me suis fait spoiler et je suis méga deg. Plante ton épée dans la glace pour te tirer hors de l'eau là. Ah oui! Tu existes toi! C'est vrai! Ah ça sent la fin aussi là. Ça sent le sacrifice héroïque. Et du coup... C'est pas sérieux. Et bah oui du coup... Très beaux yeux bleus. Mais maintenant, ils sont dans la méga merde. Bon, bah c'était beaucoup mieux que l'épisode précédent. Waouh! À un point assez spectaculaire. Oh mais dites donc les gars, est-ce qu'on serait pas un petit peu dimanche la veille de la diffusion de l'épisode 7? C'est-à-dire que voilà, moi ça fait plus d'une semaine maintenant que j'ai vu l'épisode 6 et puis j'ai complètement oublié. Je me suis dit je vais faire une vidéo après le lundi de la diffusion de l'épisode 6, puisque je l'ai vu en avance. Et puis voilà, si vous voulez, j'avais complètement oublié la diffusion de l'épisode 6 et j'ai fait ma vie. Et je vous ai un petit peu oublié, donc on va faire ça un petit peu à l'arrache, puisque de toute façon, si je tourne cette vidéo-là le dimanche, ça veut dire que bah, la vidéo sortira au mieux demain lundi, c'est-à-dire jour de diffusion de l'épisode 7, donc vous en aurez plus rien à foutre, de mon avis, donc autant rendre ça le truc le plus concis, le plus court et le plus impactant possible. C'est parti donc pour les Kretschmer, je vais me mettre là, voilà, comme ça va être génial. C'est parti, cet épisode s'appelle donc Beyond the Wall, et non pas Death is the Enemy comme je l'avais dit la fois dernière. Death is the Enemy c'était le nom de l'épisode au moment de la sortie du leak, et puis en fait ça a été changé, c'est devenu Beyond the Wall. Il dure à peu près 1h07 et il est découpé de la manière suivante, comme vous pouvez le voir en haut de l'écran, c'est-à-dire qu'en gros, il se passe quasi intégralement au nord du mur et il est découpé de manière à y intégrer de temps en temps des petits morceaux de maximum 5 minutes de trucs qui se passent ailleurs. Donc on commence au nord du mur, donc avec 5 minutes 30, et puis 5 minutes tout seul pardon, à Winterfell, puis 4 minutes 30 de retour au nord du mur, 4 minutes 30 à Pendragon, 4 minutes 30 encore au nord du mur, c'est là qu'il y a l'attaque de l'ours, 2 minutes à Winterfell, 11 minutes au nord du mur, ça c'est la grosse partie, hein, c'est là où ils vont se réfugier sur l'îlot central et tout. 2 minutes à Winterfell, ça il me semble que c'est Sansa qui envoie Brienne à Port-Réal. 1 minute à Pendragon, c'est Daenerys qui s'envole quoi en gros, 14 minutes au nord du mur, ça c'est la baston, 1 minute 30 à Fort-Levant, puis 3 minutes 30 à Winterfell, c'est le conflit entre les deux sœurs, 3 minutes 30 dans le bateau, et on termine avec 1 minute 30 au nord du mur où il se passe, vous savez ce qui se passe. Quand on fait le cumul, du coup on se retrouve avec 41 minutes au nord du mur, c'est énorme! Donc ça fait quasiment les 2 tiers de l'épisode qui se passe rien qu'au nord du mur.
C'est pas autant que, par exemple, l'épisode 9 de la saison précédente, qui se passait quasi intégralement à Winterfell pour la bataille des bâtards. C'était 3 quarts, 1 quart, je crois 3 quarts à Winterfell et 1 quart à Meereen. On a 12 minutes 30 à Winterfell, 5 minutes 30 à Pendragon, 3 minutes 30 dans le bateau et 1 minute 30 à Fort-Levant. Au lieu de faire point par point ce qui se passe dans l'épisode, je crois que je vais faire lieu par lieu, avec un gros point qui sera chaque lieu quoi. Donc on commence par Winterfell. À Winterfell, le plan de Littlefinger a l'air de fonctionner au-delà de ses espérances à lui, et au-delà de la logique même finalement, puisque les deux sœurs se chamaillent sans même jamais mentionner son nom à lui. Donc c'est cool, il arrive à semer le chaos sans trop de pression. Faut dire qu'il est aidé par Arya, hein. Finalement Arya est le plus grand allié de Littlefinger tellement elle est conne dans cet épisode. Je crois que elle vient là, dans cet épisode-là, d'officiellement devenir le personnage que je déteste le plus maintenant dans la série, et je veux qu'elle meure. Parce que ça devient n'importe quoi, c'est-à-dire que déjà, hein, depuis la fin de la saison précédente, Arya c'est devenue un petit peu une vengeresse qui a de grands pouvoirs. Alors elle est capable de faire plein de trucs de fou, mais absolument aucune responsabilité pour aller avec, pour reprendre les mots d'Oncle Ben. Le grand pouvoir d'Arya n'implique absolument aucune responsabilité de sa part, c'est-à-dire qu'elle se sert du pouvoir des sans-visages pour accomplir sa quête de vengeance personnelle, ce qui est totalement interdit par les sans-visages. Est-ce qu'elle va se faire poursuivre par Jaqen et que c'est lui qui va la mettre à mort? J'espère que oui. En tout cas, si je devais écrire la saison 8, ce serait comme ça que je ferais. Parce que Arya ne peut pas continuer comme ça de se balader avec des pouvoirs et de continuer à faire ce qu'elle veut sans avoir la moindre personne qui la rappelle à l'ordre. C'est n'importe quoi. Et en plus de ça, s'il la faisait devenir psychopathe parce qu'à force de tuer des gens, elle devenait complètement maboule, pourquoi pas? Mais non, ils ont l'air de la montrer comme c'est Batman en fait, Arya. Ça va finalement. Elle est un peu noire dans son âme, mais au fond c'est une bonne personne. Non, je suis désolé, au fond Arya n'est plus une bonne personne, en tout cas plus dans la série. Donc en gros dans cet épisode, Arya accuse Sansa d'avoir un jour dans sa vie collaboré avec l'ennemi, même si clairement elle ne le fait plus. Donc je ne sais pas du tout ce qui se passe dans sa tête. Je pense qu'elle poursuit sa logique de vengeance personnelle. Maintenant qu'elle est devenue... qu'elle a l'ascendant physique sur Sansa, et qu'il n'y a personne comme Septa Mordan ou Vieille Nan ou je sais pas qui d'autre de Winterfell pour protéger Sansa, elle en profite pour se venger de la saison 1 quand Sansa lui faisait des trucs de merde, voire même avant que la série commence, pour se venger parce qu'elle était pas contente que Sansa était une mauvaise sœur, tout ça. C'est la seule explication que je vois. Enfin, il y en a une autre, mais je pense pas que ce soit la bonne. Je ne pense pas que Arya ait compris que Littlefinger était derrière tout ça et qu'elle faisait semblant de jouer son jeu. Je pense que c'est Sansa qui fait ça, mais je vais y venir dans quelques secondes. Arya reproche donc des trucs absolument insensés à Sansa, genre de pas être intervenue quand Ned Stark allait se faire décapiter, alors qu'elle est intervenue, elle a supplié Joffrey à genoux et tout, et si elle s'était interposée entre le bourreau et son père, eh ben ils seraient morts tous les deux. Donc c'était pas logique. Arya elle a dit que c'est ce qu'elle aurait fait, eh ben ma conne, tu serais morte. Et voilà. La connerie, des fois, c'est mortel. De moins en moins dans Game of Thrones. Mais il y a une époque, c'était mortel. Surtout que, je rappelle que Arya a quand même passé une bonne partie de la saison 2 à servir Tywin Lannister. Pour à peu près les mêmes excuses que Sansa, c'est-à-dire que elle faisait ça pour survivre, et même si elle aidait indirectement les Lannister à prendre le pouvoir, et c'était un petit peu la seule chose qu'elle pouvait faire, parce que sinon elle était seule et sans alliés et sans défense et sans rien d'autre quoi. Donc là on atteint des niveaux d'hypocrisie quand même assez élevés. Donc voilà, Arya se fait complètement mener par Littlefinger, et
J'espère tellement que Sansa est un petit peu plus vive d'esprit que sa sœur, et qu'elle a compris, en se disputant avec elle dans la première scène là, de cet épisode, que Littlefinger était forcément derrière tout ça, qu'il essayait de monter Arya contre elle, et donc elle a dû décider de jouer le jeu, et de continuer d'attiser la colère de sa sœur pour pas que Littlefinger s'en rende compte. Quand Littlefinger lui dit « Hey, il y a Brienne qui pourrait un petit peu être un souci, Arya pourrait demander à Brienne d'intervenir contre vous, ou si vous vouliez intervenir contre Sansa, Brienne s'interposerait entre vous et elle. » Donc à ce moment-là, Sansa elle est obligée de faire quelque chose avec Brienne, et ça tombe bien, puisque y a ce message qui arrive de Port-Réal qui l'invite elle. Évidemment, Sansa va pas aller à Port-Réal, bien sûr que non. Cersei la déteste du plus profond de son être, et elle la ferait mettre à mort juste parce qu'elle peut. Donc envoyer Brienne, c'est beaucoup plus intelligent. Déjà pour Port-Réal, et en plus, elle en profite, elle fait une pierre deux coups. Elle éloigne Brienne, donc elle envoie un message à Littlefinger pour dire « Tiens, voilà, maintenant Brienne n'est plus un obstacle. Continue d'avoir confiance en moi. Je suis totalement en train de me faire avoir par tes ficelles, Littlefinger. Ouh là là !» Et puisque Sansa manipule un petit peu les gens, hein, on l'a vu à la fin de la saison précédente, quand elle disait pas à Jon qu'elle avait appelé du renfort des Chevaliers du Val et tout ça, là il est fort probable qu'elle ne dise pas à Arya que le plan de Littlefinger c'est de les séparer, de les monter l'un contre l'autre et tout ça. Elle laisse Arya faire pour que ce soit encore plus crédible et que Littlefinger ait encore moins de soupçons. Après le problème c'est que je sais pas trop du coup comment cette histoire va se terminer. Enfin, Littlefinger va mourir, c'est écrit sur son front depuis le début de la série, depuis le début de la saison, pardon, même depuis la fin de la saison précédente. Mais comment on passe d'un extrême à l'autre? Je ne sais pas. Mais bon, vu la qualité d'écriture de la série, je pense que je ne peux même pas le deviner. Il me semble que je l'ai déjà dit dans les précédents épisodes, mais c'est important que ce soit Sansa qui déjoue le plan de Littlefinger et qui le condamne à mort. C'est important pour son personnage à elle, pour son évolution à elle. Il faut que ce soit elle qui mène Littlefinger à sa perte. Parce que c'est elle qui ressemble à Catelyn Stark, là, et puis c'est elle qui a été entraînée par Littlefinger pour devenir ce qu'elle est, donc il faut maintenant qu'elle dépasse le maître, et qu'elle, du coup, l'amène à sa fin. Si c'est Bran qui débarque comme une fleur pour expliquer toute la situation à Sansa, et que Sansa demande à Arya de mettre Littlefinger à mort, et que Arya met Littlefinger à mort, je ne serai pas content. Je serai pas content du tout. On passe à Père Dragon, qu'on ne voit que 2 fois, donc une scène de discussion entre Tyrion et Daenerys au coin du feu, suivie un peu plus tard de Daenerys qui reçoit le corbeau qui vient du mur, qui a son message de détresse là, et qui monte sur son dragon et qui se barre pour le mur. Bon bah ça, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, la scène de discussion entre Tyrion et Daenerys, meilleure scène de l'épisode. Sans aucun doute, meilleure scène de l'épisode. J'ai eu l'impression d'assister à une scène de dialogue de Game of Thrones des saisons 1 à 4, quoi. Là, il y a de la politique qui se met en place, il y a des trucs un peu profonds, une discussion un peu philosophique, ça parle d'héritage, de succession, Tyrion est un petit peu... Il tient la réplique face à Daenerys, enfin je veux dire, il se comporte pas comme un bouffon, un peu comme il fait depuis la saison 5, là. Voilà, là il est... je sais pas, il ressemble au Tyrion des premières saisons. Daenerys, elle a un raisonnement logique, c'est-à-dire que elle a vu Tyrion, tous ses plans depuis le début de la saison, ils ont foiré. Dans l'épisode 5, il montre une sympathie évidente pour les troupes adverses. Dans cet épisode-là, il parle de sa mort. Évidemment que ça commence à la faire chier, quoi. Elle a des raisons légitimes de douter de Tyrion. Donc... ouais, non, cette scène est vraiment, vraiment bien. Il y a notamment toute une partie de la scène où ils anticipent ce que Cersei va faire en essayant de se mettre à sa place. Ils anticipent un éventuel piège qu'elle pourrait leur tendre dans leur réunion.
Voilà, ok, ça c'est du jeu des trônes. Du vrai jeu des trônes bien fait, quoi. On va passer au nord du mur. Et là, je vais faire un découpage scène par scène. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 parties au nord du mur, et une 6e qui est la dernière scène de l'épisode. Mais disons que voilà, en gros, si on nommait cette dernière scène, on a 5 parties au nord du mur. Les 2 premières, c'est... Mon chien qui ronfle. Arrête! Les 2 premières, c'est du développement de personnages. La série qui prend le temps de développer des personnages. Waouh! Ça n'était pas arrivé depuis au moins une saison entière. Je suis sur le cul et nous allons en parler. Ensuite, la 3e partie, c'est l'attaque contre l'ours zombie. La 4e, c'est la capture du zombie, grosso modo. Et la 5e, eh bien, c'est voilà, c'est la bataille. La vraie bataille. Le cœur de l'épisode. Et donc voilà, on a quand même donc sur 5 parties, deux parties dans lesquelles il n'y a pas une seule seconde d'action, c'est juste du dialogue, plusieurs petits dialogues entre les personnages, on va y venir, et puis les 3 dernières parties c'est de l'action, donc finalement c'est assez honnête comme distribution. Ils auraient pu faire de l'action et uniquement de l'action, même si je pense qu'ils auraient galéré et ça aurait coûté extrêmement cher. Mais surtout, le gros problème, c'est qu'on n'en aurait eu rien à foutre de la mort des personnages si jamais il y en avait qui auraient voulu mourir. Ce qui n'est pas vraiment le cas, on y reviendra. Parlons des dialogues. Donc, allons-y. Tu ronfles. Arrête de ronfler. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'elle a les yeux ouverts, là. Elle me regarde en ronflant. Elle se fout de ma gueule. C'est bon, je l'ai viré. Donc j'étais en train de dire... Oui, on passe au dialogue entre les personnages. Donc on parle d'abord de Jon et Tormund, qui parlent de ployer le genou face à Daenerys. Tormund compare ça à Mance Rider, il dit oui, tout ça c'est à cause de la fierté de Mance Rider. Non. Revoyez la fin de la saison 5, réécoutez le dialogue entre Jon et Mance Rider. Justement, Jon lui mentionne sa fierté, et Mance Rider lui répond un truc, ça n'a rien à voir avec la fierté en gros. You told me you weren't here to conquer, you told me your people had bled enough. That's right. I don't want them bleeding for Stannis Baratheon either. Isn't their survival more important than your pride? Pride? Fuck my pride. This isn't about that. But if you can't understand why I won't enlist my people in a foreigner's war, there's no point explaining. Voilà, donc bravo les scénaristes, vous avez oublié vos propres dialogues. Deuxième... Je suis méchant. Non, je suis méchant parce que bon, c'est fait pour un petit peu qu'on s'inquiète des personnages de Tormund, surtout de Tormund, qui est vraiment le personnage de cet épisode. C'est grâce à lui que toute cette expédition au mur, vraiment, on a plaisir à y aller, parce que, je sais pas, je l'ai trouvé vraiment à fond dans cet épisode, et surtout c'est le seul personnage qui est à un moment donné menacé de mort, et où on se dit « Non !» Non, c'est le seul moment où mon cœur a failli flancher, on y reviendra. On a un dialogue entre la fraternité sans bannière et Gendry, qui est nul, aussi. C'est pas ouf. Mais c'est du dialogue, c'est ça que je veux dire en fait depuis tout à l'heure. C'est ça que je voulais dire aussi avec le point précédent, c'est que ça a beau être de l'évolution nulle de perso, au moins c'est de l'évolution de perso, au moins c'est du... Voilà, c'est... Ha! Moi c'est cette partie-là de l'épisode que j'ai préféré, c'est les dialogues, l'action avec les marcheurs blancs et le dragon et tout ça. On y viendra, mais c'est pas le point d'orgue de l'épisode pour moi. Jon veut rendre Grand Griff à Jorah maintenant, c'est-à-dire juste avant d'aller affronter les marcheurs blancs. C'est vrai que c'est vraiment le moment, Jon. Bravo, tu pouvais pas faire ça, par exemple, dans le bateau qui t'amenait jusqu'à Fort-Levant, non? Tu as pas pensé? Ça aurait pu, voilà, mettre une scène
de transition dans le bateau, montrer qu'il y a du temps qui s'est écoulé depuis le début de votre trajet, tout ça. Non? Ok. Faisons comme ça alors. Bon, sinon c'est voilà, c'est assez classique. On s'attendait à ce que Jon garde son épée parce que And is so good at sword fighting, and it's got a magical sword. He's the Lord Commander, he's the king of the wildlings, he's the king of the... Voilà, en gros. Et donc après ces 3 dialogues de qualité, bon, oscillant entre le pas très bon et le correct, mais sans plus, on a les 3 meilleurs dialogues sur les 6, qui sont celui déjà de Tormund et du Limier, qui est à se plier en deux et qui est le meilleur des 6, je crois. Pas forcément en termes de contenu, parce qu'il n'y a pas grand chose dedans en information ou en quoi que ce soit, c'est juste du fanservice pur et dur. Mais qu'est-ce que ça fait du bien! C'est du fanservice bien fait, on va dire. Et encore une fois, ça met en valeur Tormund pour ce qui va se passer un peu plus tard dans l'épisode. Ensuite, on a celle de Beric et de Jon, où, vu qu'ils ont été ressuscités, ils parlent de, déjà du dieu rouge, de leur rapport à la mort, du fait que la mort est l'ennemi et que du coup les vivants doivent se dresser contre la mort, ce qui est un petit peu exactement ça, hein. Les zombies et les marcheurs blancs c'est des gens qui sont morts, et donc tous les gens qui sont vivants doivent s'unir face aux marcheurs blancs. Mais je pense que Beric prêche un convaincu là. Je crois que c'est un petit peu la philosophie que Jon a depuis la saison 1. Donc tout va bien. N'empêche que ça replace, ça rappelle les enjeux, ça fait une discussion très intéressante entre les deux ressuscités de la série. Donc c'est plutôt cool. Et puis on a celle de Jorah et Thoros, qui a quand même pour but de montrer que des fois, ce qu'on prend pour de la bravoure, eh bien ce n'est pas de la bravoure, c'est de la folie. Et de la folie à la bravoure et de la bravoure à la folie, il n'y a qu'un pas. Et c'est un petit peu ce que va faire Jon un peu plus tard dans l'épisode, hein, en voulant affronter bravement les marcheurs blancs, il va faire le con et il va tomber dans le lac. Je spoil, hein. Mais normalement vous êtes censé avoir vu l'épisode, donc c'est pas grave. Juste avant le dialogue entre Jorah et Thoros, c'est là qu'il y a l'attaque de l'ours zombie, qui apparemment a été la scène la plus compliquée à tourner, et je crois la plus chère aussi de l'épisode. Ça faisait 6 saisons que Dan et David, les créateurs de la... enfin les showrunners de la série, voulaient mettre un ours zombie. Ils l'ont apparemment lu dans les bouquins, moi j'en suis pas encore à ce stade-là. Mais donc ils voulaient mettre un ours zombie dans la série. Donc là ils ont insisté pour que ce soit dans cet épisode-là spécifiquement. Et apparemment ça a bien fait chier les équipes de tournage qui savaient pas trop comment l'insérer. Et donc ils ont fait ça comme ça. Et c'est vrai que ça sent un peu le rafistolage. Il y a une grosse tempête de neige qui fait qu'on n'est pas obligé de modéliser l'ours complètement en 3D tout le temps. Ça a l'air un peu cheap, mine de rien, et ça sort brutalement de nulle part aussi. Ouais, bon. Au moins ils ont eu ce qu'ils voulaient. Donc ils arrivent à capturer un marcheur blanc quasiment sans effort. Truc qui me fait chier, qui est vraiment un cliché hollywoodien pour le coup, c'est que maintenant les zombies meurent en un coup. Quasiment. Ce n'était pas le cas dans les saisons précédentes. C'est pas du menu fretin que tu peux dégager comme ça d'un simple revers de la main juste pour faire des jolies images. Normalement, justement, George R. R. Martin il écrit ses bouquins justement pour aller contre les clichés hollywoodiens, et depuis que la série ne suit plus les livres, les clichés hollywoodiens se sont réinsérés violemment dans la série, et cet épisode-là est peut-être le plus hollywoodien de tous, pour plein de raisons. Ça c'en est une, déjà, le fait que les Pékins de base soient des Pékins de base, alors que dans la série, dans les bouquins, un simple marcheur blanc, pas un marcheur blanc, pardon, un zombie classique, c'est déjà une plaie à battre. C'est pour ça que normalement ils auraient dû tous mourir quand ils se sont fait attaquer en plein milieu de l'épisode là, mais non. Voilà, là les combattants ne galèrent plus. C'est un peu dommage, ça fait baisser la puissance des marcheurs blancs. Un autre gros cliché hollywoodien,
qui j'espère ne sera pas dans le livre, j'espère que c'est pas George Martin qui leur a expliqué que c'était comme ça que ça allait se passer dans le bouquin et qu'eux ils ont juste suivi à la lettre, parce que pour moi c'est complètement à l'opposé de l'esprit des bouquins, c'est que si tu butes le chef, tous les marcheurs blancs, enfin tous les zombies qui sont sous la coupe de ce chef meurent. Ça, c'est un cliché dans les films où il y a comme ça une grande armée, souvent d'aliens ou d'insectes, où tu tues la reine et tous les soldats meurent. C'est vrai, c'est très cheap comme cliché, et justement, ça va à l'encontre de ce que George Martin a écrit dans Game of Thrones, où on explique justement que c'est pas parce que vous tuez le roi d'un château que tout son territoire vous appartient. Une fois que vous avez tué le château, bon bah le trône revient à quelqu'un d'autre de droit, ça se fait pas immédiatement comme ça, le peuple vous en veut, voilà, rien ne se fait en un claquement de doigts. On peut pas conquérir un grand espace comme ça sans faire preuve de diplomatie, sans y mettre le temps qu'il faut, etc. Si tu arrives et que tu butes le chef, tu ne deviens pas le chef. Pas dans Game of Thrones. Donc j'espère que ce sera pas comme ça non plus avec les marcheurs blancs. J'espère. Mais je veux dire, là ça y est, les mots ont été lancés. Beric a expliqué à Jon que s'il butait le chef enfin le roi de la nuit, hein, tous les marcheurs blancs et tous les zombies mourraient d'un coup. Et le dragon aussi maintenant, j'imagine. Donc c'est ça qui va se passer, il va y avoir une grosse bataille qui va durer probablement les 2 derniers épisodes, ou les 2 avant-derniers épisodes de la saison 8, dans lesquels au final tout le monde va se retrouver enseveli par l'armée des morts, qui est de toute façon beaucoup trop nombreuse pour être gérée par aussi peu de personnages principaux. Et puis Jon va buter le roi de la nuit, et tout le monde va s'effondrer, et voilà, fin. Ouais, super. Un autre cliché aussi, c'est que les personnages principaux ont une armure scénaristique. Ils ne peuvent pas mourir. Bon, alors Jon, ça se comprend, mais pour que ce soit crédible, il faut arrêter de nous faire croire à la mort de Jon toutes les 5 minutes. Je veux dire, c'était ça à la fin de la saison 5, c'était ça pendant la bataille des bâtards, là, il y a un moment donné où on nous fait craindre la mort de Jon. C'est le cas maintenant dans cette saison-là, où Jon a failli mourir en plongeant dans le lac, mais personne n'y croit. Plus vous faites ressusciter des personnages de nulle part, et moins la mort des personnages est effrayante. Au début, dans les premières saisons de Game of Thrones, on était là sur nos sièges en se disant « mais merde, n'importe qui peut mourir », et du coup, chaque scène de tension était vraiment ressentie viscéralement. Je veux dire, vous regardez dans la première saison la scène où Tyrion est dans les geôles du Val d'Arin. Bon, bah il y a un moment où on a peur qu'il tombe dans le vide, quoi, et on se dit, ce personnage pourrait tomber dans le vide. Maintenant, Tyrion, il pourrait foncer tête baissée dans la gueule d'un loup géant, et on n'aurait pas peur pour sa vie, quoi. Il ressortirait par le trou du cul du loup géant avec un couteau dans la main en disant « Haha, j'ai creusé pour sortir !» Ils avaient fait le coup avec Arya aussi dans la saison précédente. Oh mon dieu, est-ce que Arya va mourir? Ils ont fait le coup avec Jaime aussi dans cette saison. Oh mon dieu, est-ce que Jaime va mourir? Mais non! Non, ils vont pas mourir comme ça, les persos. Plus maintenant, ça y est, maintenant ils ont une armure scénaristique. Et le seul moyen de nous faire peur, c'est de les mettre dans des situations de plus en plus impossibles, pour qu'on ait quand même un petit peu peur pour eux. Sauf que comme ils sont obligés de s'en sortir, ben ils s'en sortent de situations impossibles, et du coup la prochaine situation, il faut qu'elle soit encore plus impossible, parce que sinon on a encore moins peur pour eux. Et tout ceci est évidemment en contradiction totale avec l'esprit de Game of Thrones. Bravo les mecs. Du coup, dans cet épisode, nous avons donc 3 morts et une menace de mort, qui est d'ailleurs la plus efficace des 3, hein, puisque, ben, sur les 7, c'est ça, les 7 personnes qui sont parties en début d'épisode, ben, il y en a qu'une qui est morte, alors qu'il partait en mission suicide. Dans un épisode normal de Game of Thrones, Jorah serait mort,
Beric serait mort, Tauros serait mort, le limier s'en serait sorti avec un bras en moins éventuellement, et Tormund, pourquoi pas, serait mort aussi, et il serait revenu avec uniquement Gendry et un limier bien amoché, et là on aurait eu peur quoi, mais là non. Il y a eu, voilà, il y a Tauros qui est mort, donc du coup sur ces 7 personnages qu'on a bien pris le temps de faire interagir les uns avec les autres en début d'épisode pour qu'ensuite on ait peur pour leur vie quand les zombies attaquent, eh ben on a un mort et une menace de mort. Et donc sur les 3 morts de l'épisode, il y en a 2 qui n'ont pas été correctement introduits en début d'épisode et tout. Et du coup, voilà, déjà que c'est le plus osef des 7 qui meurt, bah on s'en fout un peu. D'ailleurs, c'est même pas les zombies qui tuent Tauros, il meurt des suites de ses blessures suite à l'attaque de l'ours. Donc finalement, les marcheurs blancs, les morts qu'ils ont fait, c'est Benjen, qu'on n'a pas vu en début d'épisode, et dont on n'avait pas grand chose à foutre parce qu'on l'a quasiment pas vu de toute la série, et Viserion. Donc sur les 7 personnages qu'on a introduits en début d'épisode, on a fait exprès de leur faire passer du temps les uns avec les autres pour qu'ensuite, au moment où les zombies attaquent, on ait peur pour leur vie. Sur ces 7 persos, il n'y en a qu'un seul qui est mort, et c'est le plus osef de l'équipe, et il y a eu une menace de mort qui, pour le coup, là, a bien fonctionné, je suis obligé de l'admettre. Tauros, en plus, il est même pas mort des mains des marcheurs blancs ou des zombies, il est mort des suites de ses blessures à cause de l'attaque de l'ours polaire. Donc finalement, les marcheurs blancs, ils ont tué que 2 persos, et ces 2 persos-là ne faisaient pas partie de l'équipe des 7 du début de l'épisode. C'est chaud quand même. Et surtout ces 2, enfin c'est Benjen, dont on se fout, hein, on l'a quasiment pas vu de toute la série, c'est vraiment pas un personnage qui déborde de charisme, ou de personnalité, ou d'intrigue complexe, ou de quoi que ce soit, c'est... Bon, bah voilà, il est là, quoi. Il savait plus quoi faire d'un mort-vivant du côté des gentils au-delà du mur, donc ils ont décidé de le buter, ok, très bien. J'ai même l'impression que Jon a coulé au fond du lac juste pour qu'il puisse faire intervenir Benjen et que Benjen meure. Sinon Jon aurait pu s'échapper à d'autres dragons, ça aurait changé absolument rien à l'intrigue. Ouais. Il aurait pu être blessé dans la bataille par exemple, oui, parce qu'après il faut justifier le fait qu'il soit allongé et que Daenerys soit à son chevet et tout. Ok, certes, c'est vrai. Et puis le dragon, qui est le deuxième mort des marcheurs blancs, je sais pas si c'est Viserion ou Rhaegal. Logiquement, j'aurais envie de dire que c'est Viserion, parce qu'il est nommé comme ça à cause de Viserys Targaryen, qui était son frère connard dans la saison 1, là, à Daenerys. Donc, vu que c'était le connard, du coup, il est devenu le dragon du méchant. Ça semble logique. Mais bon, ça pourrait être l'autre, j'en sais rien. Bon, bah donc ce dragon-là, il fait partie des 2 dragons Osef. Clairement, le seul dragon qui aurait dû mourir et dont le roi de la nuit aurait dû faire sa monture, c'est Drogon. Drogon aurait dû crever. Là, il y aurait eu quelque chose, parce que c'est le seul dragon avec lequel on a un lien affectif. Donc Drogon serait mort, et ensuite Daenerys aurait dû se démerder avec Viserion et Rhaegal, et ça aurait été d'ailleurs assez intéressant que, du coup, elle perde son dragon préféré et qu'elle doive s'accommoder avec les 2 qu'elle préfère moins que son préféré. Ça aurait été intéressant. Mais non. Bon. Rhaegal mourra aussi probablement un jour. Ou Viserion, enfin je sais pas lequel des 2 est mort, mais voilà. Donc voilà, à cause de tous ces défauts, et ben la bataille était pas si ouf. Je veux dire, elle est comparable, elle est pas du tout comparable à la bataille des bâtards, elle est pas du tout comparable à l'épisode 4 de cette saison, elle est pas du tout comparable à l'assaut des sauvageons sur le mur à la fin de l'épisode 4, elle est pas du tout comparable à l'épisode qui se passe à Durlieu, elle est pas du tout comparable avec l'assaut des marcheurs blancs dans l'épisode 5 de la saison 6. C'est spectaculaire, mais creux, vide, pas intéressant.
c'est... Voilà, bon, c'est dynamique, c'est de l'action, c'est bien. Enfin, ils réussissent l'action mieux que la politique et tout ça. J'avais dit ça à la fin de l'épisode précédent, donc là, ils font de l'action pure, et ils font ça bien. Je veux dire... Je fais beaucoup de critiques sur la série, il n'empêche que ça reste quand même une excellente série. Je veux dire, une série, c'est pas que le scénar, c'est aussi les acteurs, leur jeu, les décors, la réalisation, les costumes, les accessoires, et tout ça, évidemment, c'est qualité plus. On voit qu'il y a du budget, on voit que les gens s'en donnent à cœur joie, qu'ils adorent ce qu'ils font, les costumiers, les accessoiristes, enfin voilà, ces gens-là. Même la musique est encore un gros point fort de Game of Thrones. Donc les effets spéciaux aussi. Les effets spéciaux deviennent de plus en plus... Enfin, on a de plus en plus de mal à différencier une scène avec effets spéciaux d'une scène sans. Regardez le premier épisode de la saison 1, quand Bran voit arriver au loin le convoi des Lannister qui débarque à Winterfell. Putain, mais c'est sur un fond vert de fou. Ça se voit à l'œil nu, quoi. Donc voilà, on se retrouve quand même avec une qualité de produit supérieure. Mais il manque l'âme du scénario. il manque et finalement c'est ça en fait que les gens vont retenir, c'est le scénario et les personnages. Et bon, c'est là que ça pêche, malheureusement, depuis qu'on a débuté la saison 5. Et donc c'est là-dessus que je m'acharne, parce que moi j'adore les scénars en fait, c'est surtout ça qui m'intéresse. Mais après en qualité de réa, j'ai rien à dire. Donc du coup, quand ils font de l'action, c'est mieux que quand ils font de la politique. La preuve, la bataille elle est pas ouf, mais elle est quand même spectaculaire et bien faite. Alors que l'intrigue politique à Winterfell, c'est de la turbo-merde. Je pense que cet épisode, c'est l'exemple même de tout ce qui va pas dans Game of Thrones à ce niveau-là. L'action est bien, mais on a plus peur pour les personnages. Et il y a des gros clichés hollywoodiens qui puent. Et la politique, ils savent plus faire. Voilà. S'il faut retenir que 2 trucs de cet épisode 6, c'est ça. Et puis bon, bah voilà, à la fin de l'épisode, Jon manque de mourir, et là, Daenerys se rend compte que, oh là là, Jon, j'y tiens beaucoup. J'y tiens d'ailleurs tellement que j'ai pas envie de quitter Fort-Levant tant que je le vois pas revenir. Alors que ça n'a aucun sens, puisque Jon est tombé dans un lac, normalement il devrait être mort, c'est un miracle s'il s'en sort. Mais Daenerys, elle sait que Jon va revenir, et elle décide de rester à Fort-Levant alors qu'elle devrait déjà être en route pour Port-Réal, avec leurs zombies là. Non, parce que tu vois, dans son cœur, elle sait que Jon est encore en vie. Merde. Et puis, à la fin, Daenerys dit à Jon, écoute, maintenant que j'ai vu de quoi est capable le roi de la nuit, je suis prête à me battre avec toi, même si tu veux pas de moi comme reine. Et Jon lui dit, oh bah écoute, puisque tu veux te battre pour moi, même si je veux pas de toi comme reine, je veux de toi comme reine. Bon, bref. Vous remarquerez que j'ai pas non plus parlé du temps de déplacement des corbeaux et des dragons et tout ça. On en est au stade où ce n'est plus le plus gros défaut des épisodes. Donc, franchement, s'il y avait rien de pire, je râlerais sur ça, mais Osef. Là pour le coup, Osef. Et voilà. Et puis, bon, bah, du coup, le roi de la nuit a maintenant un dragon. Ça, je m'étais fait spoiler et ça me saoule. Parce que c'est vraiment l'un des trucs que j'aurais aimé voir. Voilà. Une fois que le dragon est mort, buté par la lance magique là, du roi de la nuit, je savais que le roi de la nuit allait le ressusciter et que maintenant il aurait un dragon. Je l'ai compris dès que la lance a touché ce dragon-là. Mais je savais pas, enfin, j'aurais aimé ne pas être au courant qu'un dragon allait mourir.
sous la lance du Roi de la Nuit. Je pense que ça, si j'avais pas été spoilé, j'en aurais parlé comme dans mon point et ça m'aurait surpris et tout. Mais là, du coup, non. Pas tant que ça, du coup, ça a un peu gâché mon plaisir. On passe au top 3 ? Ça tombe bien, il n'y a que 3 scènes dont j'ai envie de parler dans cet épisode, donc ça a été assez facile de faire mon top 3. En numéro 3, le dialogue entre Tormund et le limier. Très drôle. Du fanservice fait exactement comme il faut. Ça met en valeur le personnage de Tormund qui, ensuite, menace de mourir et du coup, ça... Vu qu'il est mis en valeur depuis le début de l'épisode, on a vraiment peur qu'il meure. Donc c'est malin, c'est bien fait, c'est drôle. J'adhère. En numéro 2, justement, on a la presque mort de Tormund, qui a fait battre mon petit cœur extrêmement vite. Et voilà, bon bah ça, tu vois, c'est une sensation que j'aime ressentir devant Game of Thrones. Et c'est un petit peu pour ça qu'à un moment donné, je regardais la série. Maintenant, des morts surprises... je pense qu'il n'y en aura plus, beaucoup. Donc voilà, c'était l'un de mes derniers petits plaisirs à ce niveau. Mais j'en ai profité comme il se devait. Et enfin, numéro 1, le dialogue entre Tyrion et Daenerys. Meilleure scène de l'épisode, sans aucun doute. Enfin, du Game of Thrones qui ressemble à ce qui aurait pu être écrit par George R.R. Martin. Très bien. Excellent. Bah écoutez, pour les prédictions, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Maintenant que le Roi de la Nuit a un dragon, il va aller attaquer le mur avec, et je pense que le mur va s'effondrer à la fin de l'épisode prochain. Je pense même que ce sera la dernière scène. La saison va se clore sur la chute du mur, qui quand même, qui menace depuis la saison 1. Tu mets pas un gros mur comme ça si c'est pas pour qu'il s'effondre à un moment donné dans la série. Donc il s'effondrera là, au prochain épisode, à la fin du prochain épisode. Épisode 7, saison 7, chute du mur. Et après, juste après cette scène-là, générique de fin, et on doit attendre 2 ans avant la saison 8. Cliffhanger de bâtard en plus de ça. À Winterfell, Littlefinger va mourir. J'espère, à l'initiative de Sansa, putain, j'espère qu'elle va le piéger à son propre jeu. Et putain, si c'est pas comme ça que ça marche, je pense que je m'énerverai tout rouge. Vraiment. Il va y avoir le grand rassemblement à Port-Réal où ils vont montrer un marcheur blanc. Et là, bah, Cersei, elle va accepter du coup d'envoyer des troupes, parce que de toute façon, si elle décide de s'opposer à Daenerys, elle meurt, puisqu'elle a le désavantage stratégique et militaire. Donc elle va accepter d'envoyer des troupes, mais elle va envoyer genre 4-5 personnes, et puis après elle va rire sous cap et elle va faire « Hé hé hé, je vais en profiter pour reprendre le contrôle de l'intégralité de Westeros !» Et une fois que son armée aura été fatiguée par les marcheurs blancs, je l'attaquerai directement avec les gars de la compagnie dorée que Qyburn m'aura ramené, et je deviendrai maître de Westeros. Et puis, j'imagine que la romance entre Jon et Daenerys touchera à sa fin, c'est-à-dire que il y aura un bisou et peut-être même plus si affinité. Et qui est-ce que j'oublie ? Sam ? Qu'est-ce qu'il va faire, Sam ? Je sais pas en fait où va Sam dans sa petite charrette là. Est-ce qu'il retourne chez lui à Corcolline ? Ce serait étonnant, puisqu'il est pas au courant que son père est mort. Il va peut-être avoir un petit peu peur de se présenter à sa porte. Est-ce qu'il va à Winterfell ? Est-ce qu'il est au courant que Jon a repris Winterfell ? Je pense que oui, mais j'en sais rien. Ou est-ce qu'il va au mur ? Puisque bah, il est toujours membre de la garde de nuit, hein, techniquement, donc... Je sais pas où va Sam, mais il y a de grandes chances qu'il arrive à sa destination au prochain épisode. Et je pense que j'ai pas grand chose à dire de plus. Je crève de fatigue, donc je vais aller monter cet épisode rapidement là, et puis après je vais aller m'écrouler dans mon lit. Comme ça je serai en forme demain pour regarder l'épisode 7. Allez, salut!